docker noir qui travaille dans le port. Et ce film est totalement imprégné par la culture vaudou de Cuba. Et donc il porte Alors, c'est très joli parce que dans la culture vaudou, vous savez, ils détournent systématiquement le nom de Dieu, la Vierge, et reprennent exactement toute la hiérarchie chrétienne, mais ils la détournent en leur donnant d'autres noms. Et donc, effectivement, à Cuba, ça s'appelle la Santeria, c'est le vaudou cubain, et donc vous allez entendre les noms de ces noms vaudous dans le film, Ogun, Oba, Omalu, Balala, etc. Et donc, tout le panthéon chrétien qu'on voit dans ce film est revu à la lumière de la culture vaudou des gens qui sont les participants de ce film. Et donc, ce qui m'a ému avec le temps, c'est l'hommage que fait directement Gatti à tous ceux qui ont été en direct les artisans de ce film. Voilà. Juste, après tout ce que vient de dire Stéphane, juste un tout petit mot. Ça d'abord, si ce film ne sort pas, parce qu'il date de 1963, si ce film ne sort pas avant, puisqu'il va sortir, non, ça va, je parle. Si ce film ne sort pas avant, c'est tout simplement qu'entre le producteur français et les Cubains, il y a un conflit, un vrai conflit, qui mettra une éternité. La preuve, on arrive aujourd'hui. Et voilà, donc maintenant, les choses sont effectivement réglées, mais il y a eu un vrai conflit qui fait que le film, il était sorti à Cuba, mais il n'était jamais sorti en France, sinon quelques séances privées. Le deuxième élément, c'est une autre anecdote, oserais-je dire, c'est qu'il y a un cinéaste brésilien, connu, enfin pour les gens qui s'intéressent au cinéma, il est même très connu, qui s'appelle Glober Rocha. Glober Rocha fait ses études à Cuba, à l'Institut. Et parmi les films qu'il a à voir, il voit le film de Gatti que l'Institut ICAIC avait évidemment dans les archives. Et il pose une question, c'est d'autres gens qui après nous l'ont raconté beaucoup plus tard. Il pose une question, il dit mais il a un drôle de nom celui-là, Gatti, il vient d'où? C'est de quelle région d'Amérique latine? On lui dit non, il ne vient pas de la région d'Amérique latine, il vient de France. Exactement, même de Monaco. Mais enfin, en tous les cas, pour eux, c'était un Français. Donc, c'est vrai que Glober Rocha. Et dans Terre en transe, film de Glober Rocha, on voit toute l'influence que ce film-là a eu sur lui. Et puis, deux petits points avant de passer l'intérêt principal, c'est de voir le film. Le premier, c'est que ça a été long, la restauration, mais il y a eu une espèce d'accélération administrative, parce qu'il y a un président de la République, celui-là il s'appelait Hollande, qui était accompagné des directrices du Centre national du cinéma, et à l'intérieur du CNC, il y avait un monsieur sympathique, qui nous aimait beaucoup, qui aimait bien le film, et qui avait dit à la directrice du CNC, et surtout dans la convention que vous allez signer, vous faites rajouter El Otro Cristobal, le film d'Armand Gatti. La dame Frédéric Brodin, c'est elle, l'a fait ajouter, rajouter ou ajouter, enfin qu'importe, et donc d'un seul coup, tout s'est accéléré, même si la restauration n'a pas été faite à partir du négatif, mais à partir de, je ne connais rien à ce plan, mais à partir du marron, c'est-à-dire une copie du négatif, parce que apparemment le négatif, l'origine était perdue, mais la restauration, vous la verrez. Et puis, vous verrez aussi bien que Stéphane l'indique, c'est un magnifique objet. Puis alors, le dernier point, comme ça je voudrais lui rendre un petit hommage sympathique mais très rapide, comme ça, c'est que dans la salle, il y a deux personnes qui étaient à Cuba, un jeune homme, qui s'appelle Claude Reznik, voilà, qui est ici, et puis quelqu'un qui a joué dans le film, vous le verrez, Marc Dudicourt, qui avait connu Gatti un petit peu avant, puisqu'il avait joué dans La vie des Boers Auguste Gey, et dans ce film-là, il va jouer le rôle du dictateur. Voilà. Merci d'être présent. Alors, on raconte la semaine de la danse. Hein. Voilà, Je sais pas, nous, quand on a vu ce film, ça a été... on est habitué à sortir des films qui sont assez étonnants, assez bourrifants, et qui sortent un peu des sentiers battus. Dont un réalisateur qui s'appelle Guy Madine et qui fait des films surréalistes complètement incroyables.
Et quand on a vu celui-là, on s'est dit, ah, le type, il a quand même fait ça, Gatti, il a fait ça 40 ans avant, quoi. C'était assez impressionnant. Parce que comme film politique, ça se pose un peu là, quand même. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est toujours difficile de faire parler les gens au début. Voilà, Donc, à moins que déjà quelqu'un veuille dire quelque chose. Sinon... Je veux bien, si vous voulez. Voilà. Voilà, tout simplement. Puisque j'ai participé à ce moment-là dans un petit show, c'est une œuvre poétique, et d'Armand Gatti en particulier, et Dieu sait si c'est un être assez exceptionnel pour l'avoir fréquenté. J'avais même joué une pièce de lui, La vie imaginaire de Lébo Auguste G chez Roger Planchon à Villeurbanne. Et c'est un type extraordinaire. Quand il nous parlait, il avait toujours ce sourire, cette luminosité et cet imaginaire qui n'arrêtait pas. Enfin, quand il vous parlait, il était à ça du sol. Et là, quand j'ai participé à ça, je ne savais pas que ça allait donner cette œuvre forte, très poétique, très difficile, à mon avis, à saisir, alors que moi, on m'avait demandé de jouer un dictateur qui n'avait aucune conscience, qui était vide et stupide, et on pourrait dire une journée formidable. Voilà. Donc j'ai essayé de le faire, mais ça n'avait rien à voir avec l'ensemble qui aujourd'hui, à toutes les images que j'ai jamais vues, c'est vraiment l'œuvre poétique. Voilà, on adhère ou on n'adhère pas. Mais c'est comme dans toute poésie, tout lyrisme, tout ça, c'est tout. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment que pour Armand Gatti, c'est un excellent souvenir d'un être exceptionnel, plein d'affection, plein d'humanisme et tout ça. Et puis, on peut tout ce qu'il a fait après socialement, avec, vous connaissez mieux ce que après. Voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que Jean-Jacques, tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose aussi? On a des micros à faire passer. Une question, le contexte politique de l'année. Le contexte politique à l'époque, c'était en 63, c'est ça? 62. 62. C'était le débarquement des Américains. Voilà. L'organisation du débarquement à Cuba, financé par les Américains. Oui. Et en gros, à un moment donné, mais il y a un autre témoin qui était là, qui est jeune. À l'époque, il était jeune. Il est même resté après à Cuba, même un an si je ne me trompe. Claude Reznik, dont la maman a fait le montage du film. Oui, le papa à l'image. Non, juste je voulais dire, c'était pendant la crise des fusées. Donc une atmosphère assez tendue, une mobilisation de toute la population, des miliciens, des miliciennes, etc. Et à tel point qu'un jour, toute l'équipe française a dû déménager, une nuit, pardon, a dû déménager en banlieue de la Havane, parce qu'on attendait les avions américains. Et dans la nuit, Nikita Khrouchtchev a fait enlever les fusées de Cuba. Voilà. Donc c'était une période assez... à la fois tendue et exaltante. La révolution était toute jeune, le peuple cubain était mobilisé à tous les carrefours, dans tous les, et tout le tournage du film s'est fait avec cette volonté, cet enthousiasme révolutionnaire, sublimé par évidemment la poésie d'Armand Gatti. Oui, alors moi je m'attendais à un film plus explicitement politique, enfin, dans le sens où on voit bien qu'il y a un dictateur, une lutte de classe, mais finalement assez éthérée, et je me demandais s'il n'y avait pas des références de manière métaphorique au contexte cubain, ou alors si c'était plus volontairement abstrait, ou s'il y a des références qui peuvent facilement échapper si on ne connaît pas l'histoire du pays. Stéphane, on va reprendre ce que tu disais sur la partie afro-cubaine. Oui, en fait, je pense qu'il a volontairement choisi d'être ailleurs. Ça veut dire qu'on voit bien ce que moi j'aime bien mettre en perspective le fait qu'il y avait Agnès Varda
qui faisait ces magnifiques photos du développement du socialisme à Cuba, l'alphabétisation, les machins, etc. Il y a le film de Chris Marker qui raconte à fond le contexte de la mobilisation populaire, les défilements armés, tout ce qui se passe, etc. Donc lui n'est pas du tout là-dedans. Il n'est pas du tout là-dedans, il est qu'il est en train de voir une utopie en train de se réaliser. Donc il se considère comme des brigades internationales. Et qu'est-ce que fait un poète au milieu de la révolution? C'est la seule question qui se pose. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a toujours une ambiguïté avec Gatti, comme il est toujours sous le front de l'engagement politique, on pense que son écriture va être le reflet de son engagement. On peut dire que dans son œuvre, c'est pas le cas. Effectivement, il est toute sa vie dans différents engagements, mais la question qui se pose à chaque fois, c'est quelle écriture et quelle poésie va rendre compte de ce qui se passe d'une certaine façon. Donc là, je pense que dans cette histoire de film de Cuba, c'est là où on le voit le mieux. Parce qu'effectivement, il se considère comme une brigade internationale et il essaye de retrouver la poétique de ce qui est en train de jouer sous ses yeux. Et donc, moi, je vais vous lire un tout petit texte, mais qui est marrant, parce que quelques années après, il va écrire un livre qui s'appelle « La parole errante » et dans lequel il réfléchit sur toutes les modalités de son écriture, toute sa vie. Donc c'est encore une fiction, hein, c'est pas bien sûr une description scientifique de comment j'ai écrit à tel moment, etc. Mais il essaye de revenir sur qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il écrivait. Et alors ce qui est marrant, c'est ce petit texte qui est très court, que je vais vous lire. Il parle du début du tournage. Je vais vous le lire. Vous allez comprendre tout de suite, parce que vous venez de voir le film, et je pense que le texte va être très clair pour vous. Jour chamarré du premier tour de manivelle. Impossible de dire le nombre des plans inscrits par les poules sur le clap. Elles sont arrivées par centaines. Toute l'étendue de Kubanacan n'était qu'un gloussement de jubilation. Du coup, le maïs s'est réveillé. Les tiges ont ajouté les quenouilles, ont parcouru les champs alentours en mêlant leurs chevelures rousses. Les quenouilles à gros grains d'or riaient, sans savoir pourquoi, comme des petites filles en proie aux petits cris d'une gaieté toujours inexplicable. Du coup, même des poules moribondes se sont égayées, clopin-clopant pour becqueter. Aurelio Paris, l'assistant de Gatti pendant le film, leur a parlé dans un mégaphone. Broncundi, Zambi, Embo, Embo, Embo. Les coqs alarmés sont intervenus. Corro, corro, corro. Les poules blanches, qu'il fallait teindre en bleu pour la caméra, ont cru que c'était le départ de la fête. Ce fut une tournade de déhanchement avec des plumes volant un peu partout. Alcan, le chef réparateur, le maître des lumières, se laissa entraîner. Peu s'en fallut que la baleine ne suivit. 5 coqs, dans le silence qui s'ensuivit, se mit à danser. C'était, croyait-il, la meilleure façon de faire appel aux machinistes et aux électriciens de l'équipe. Ils étaient tous noirs. Et ils étaient tous des hiboux. Seuls les hiboux savent verser des larmes avec des siècles et des siècles de chagrin jamais dits. Voilà. Là où Gatti s'est engagé à Cuba. À côté des hiboux noirs qui savent verser des larmes avec des siècles et des siècles de chagrin jamais dits. Voilà, c'était là. Je continue un peu le texte. Il ne manquait que l'oiseau Canacana. Une fois de plus, c'est la tignosse qui se présentait. Gloup, gloup, gloup. Elle s'en fut frappée du bec l'œil de la caméra, et par esprit d'équipe, tous les hiboux se frottèrent les yeux. Le général Maceo, deuxième, venu apporter les vœux de la couleur vert-olive, les a apaisés. Un film, c'est toujours une déclaration de guerre. C'est ce que vous avez vu ce soir. Voilà, et Gatti, on l'a présenté, pas très souvent, hélas, mais de son vivant, mais il faut le présenter quand vous lui posez des questions, comme par exemple celle que vous venez de dire. Il va vous parler de Castro, de Guevara, il va vous parler de... il va tenir un discours dans lequel vous dites, ah oui, ça,
Et si je l'avais tenu avant que vous voyiez le film, vous dites, ah oui, je vais voir un film comme, pour reprendre ce que vient de dire Stéphane, comme, qui va me raconter la vie. Voilà, mais c'est typique de l'œuvre de Gatti, de la manière dont il parlait de son œuvre, et puis quand on voyait pour les pièces de théâtre, c'est pareil. D'autres. Le film va sortir la seconde quinzaine du mois de septembre, donc bientôt. En même temps, il y a l'été entre les deux. Mais voilà, et c'est une vraie rencontre. C'est chouette de bosser avec Stéphane et Jean-Jacques, de développer ça, de mettre en place ce film qui est jamais sorti, et c'est assez incroyable. Bonsoir, c'est vrai que c'est un film absolument magique. Une question très technique. Comment se fait-il, vous tout à l'heure vous avez parlé d'un différend entre les producteurs et Cuba. C'est quoi très exactement ce différend? Qu'est-ce qui a empêché la sortie du film pendant des années? C'est assez simple et un petit peu compliqué. Vous avez vu d'abord le générique cubain. Vous l'avez vu, hein? Mais si vous regardez dans le détail le générique cubain, c'est le générique qui a été projeté avec le film au Festival de Cannes. Hein. Et dans le générique cubain, il y a le nom de tout le monde qui a participé, Pidicourt qui est là, Alcan, Pierre Chaussat, je parle des Français, mais il n'y a pas le nom du producteur français, ni le nom de la société de production française. C'est le seul film qu'il ait fait d'ailleurs. Il teste le film, et Adam Ulrich, c'est le seul film qu'il a fait. Donc il a, à Cannes, en 63, quand il est projeté, il a d'abord essayé de faire saisir le film. Je ne veux pas que c'est parce que son nom n'était pas marqué, etc. Ce qui effectivement était vrai, il avait participé à la production en payant du laboratoire, des choses, etc. Donc, mais malgré tout, il est mis de côté et le film est projeté puisque officiellement le film est projeté au nom de Cuba, sous le sigle de Cuba. Hein, Mais après, pour le diffuser en France, voilà, il faut l'accord des deux. Il n'y a pas d'accord des deux puisque l'ICAIC ne veut pas changer le sigle. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que Adam Ulrich, alors juste comme ça, c'est une petite histoire familiale, c'est pas négligeable. Adam Ulrich, c'est le mari de Madame Ulrich, Lucie Ulrich, et Madame Ulrich, Lucie Ulrich, c'est la productrice du premier film de Gatti, Jean-Claude. Et Adam Ulrich produira ce film-là, et c'est le seul qu'il fera. Et il fera signer un papier avec lequel Gatti va mais il sera signé tout à fait au début, avant même que le film commence, etc. Il fait signer un papier comme quoi il est co-auteur du film. D'où le fait que vous voyez au début, j'ai sur une idée de Armand Gatti et de Adam Ulrich. Parce que le papier est signé, il était signé par Gatti, hein, totalement, enregistré au Centre national du cinéma, et tout et tout. Et donc, Adam Ulrich, un jour, on s'est rencontré avec Gatti, il veut que son nom soit marqué comme co-auteur. Après discussion, après contrat qu'on a enfin signé, il est marqué ce que était indiqué là au début sur une idée de, etc. Alors, après, effectivement, c'est le producteur qui voulait. Alors, c'est un monsieur qui a disparu, je ne veux pas porter de critique particulière sur lui, mais c'est vrai que c'était une manière pour lui, étant donné que sa société avait disparu il y a très très longtemps, comme il était co-auteur du film sur le papier enregistré au CNC, c'était une manière pour lui de garder une main sur le film. Voilà. Donc après de longues discussions avec un procès qui a manqué de se faire mais qui ne s'est pas fait, une convention a été signée et qui nous a permis de sortir le film avec ce qui est marqué au début, une idée de
Armand Gatti et Adam Lery, et les deux producteurs. Et Ikaïk, en tant que producteur, c'est évident qu'il était vraiment producteur, et Ikaïk a joué un peu du fait que ce film représentait Cuba au Festival de Cannes. J'ose petite anecdote qui n'a rien à voir avec Ikaïk, mais c'est au Festival de Cannes, ce film a un prix. Alors, il y a le prix de la critique. Et par un hasard, mais Sagatti est assez... c'est pas la première fois que ce genre de choses lui arrive dans son histoire longue. Le prix de la critique disparaît. Et en 1963, vous ouvrez plusieurs journaux, les lettres françaises, dans le Parisien, il y a 3-4 journaux, il y a la liste du festival, les prix obtenus, prix de la critique, El Otro Cristobal. Et vous regardez après dans les archives, il n'y a plus de prix de la critique du tout, et il n'y a plus non plus de prix de la critique pour Cristobal, puisque le prix de la critique en 63 a disparu. Voilà, c'est une bizarrerie aussi. D'autres... Les allusions religieuses, le ciel, l'enfer, la Vierge, il faut y voir comme des métaphores politiques, ou vous pouvez les voir dans plusieurs sens, où il y a quand même un questionnement religieux qui est le reflet de la société cubaine, ou enfin, comment vous... C'est ce que vous disiez, Stéphane, enfin, je veux dire tout à l'heure, en parlant de toute l'influence du vaudou, de l'Afrique, etc., dans laquelle, bon, bah, voilà, il y a une réinterprétation des mythes et des religions, enfin, de la religion occidentale, repensée à travers toute une autre histoire. Voilà, moi, il n'y a pas d'interprétation, enfin, sauf que si Stéphane, non, tu veux dire quelque chose de particulier sur ça? Hein? Parce qu'il n'y a pas d'interprétation par rapport au film, sinon par rapport au vaudou. Non, mais après, c'est exactement ce qu'on voit. C'est comment dire, Gatti a fait ses études dans une école chrétienne. Pour pouvoir faire ses études, il a été au séminaire. Donc il était très copain avec le curé de Monaco, qui était un radical, et il le remplaçait souvent pour la messe, pour les enterrements. Et donc, il maîtrisait ça sur le bout des doigts. Et donc, donc c'est vrai que comment dire, j'ai été très frappé par un interview d'Eri De Luca il n'y a pas longtemps, où on lui demandait comment ça se fait que vous passez votre temps à traduire des textes de la Bible en permanence. Alors je me demandais ce qu'il allait répondre, et il répond très simplement: je me demande comment ces textes ont conquis l'univers. Alors c'est une vraie question. C'est une vraie question, même quand on est anarchiste comme Gatti, c'est une vraie question. Qu'est-ce que c'est que ces textes? Et donc c'est vrai que dans son œuvre, ça vient, ce jeu avec les représentations chrétiennes, etc., ça revient sans arrêt. Et c'est la construction de notre esprit qui essaye de travailler dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que ce purgatoire, qu'une invention des chrétiens, le purgatoire, des catholiques, je crois. Et donc c'est un truc assez malsain, où il y a cette sorte de marchandisation du pardon, du rachat, de la possibilité d'aller au paradis. Et donc Gatti, on voit bien dans ce film, traite avec le plus grand mépris, enfin, tout ce qui s'est construit autour de cette idée du purgatoire. Donc probablement qu'il règle le décompte avec cette idée-là. Et donc ça lui permet de mettre en scène effectivement la deuxième existence du dictateur. Et je voudrais bien savoir deux questions sur ce splendide film. Et ça me fait penser au Guédiguian, que j'avais pas vu, que j'ai vu hier soir, qui s'appelle L'armée du crime. C'est quand même, d'abord, il y a quand même une époque, et il y a la Bible, mais il y a aussi, il me semble,
les ethnologues, Jean Rouch. Et donc, je me demande, première question, il y a quand même quelque chose qui est très techniquement ethnographique, au moins au moment de l'enterrement, il me semble. En tout cas, moi je trouve que ça rappelle les autres, que ça pose avec un sérieux, et ça pose, c'est cubain, c'est très intéressant, parce que jamais j'avais entendu parler alors, c'est bien réel, c'est pas un rêve, il y a des traditions, j'avais entendu parler pour l'Amérique du Sud, il y en a plein. Voilà, donc aussi à Cuba, je suis très contente de voir déjà ce passage du film, et puis les autres, c'est des merveilles de comment il a... Alors, deuxième question, comment est-ce qu'il a fait comment ils ont fait tous ces décors, qui c'est qui les a fait, et tous ces de fantaisie, là, de rêve. Et troisième question, pourquoi il n'a pas fait d'autres films après, à ma connaissance? Si, il a fait d'autres films. Marcel Les Décors, c'est un grand décorateur, qui s'appelle Hubert Monloup, avec lequel Gatti avait déjà commencé à travailler. Hubert Monloup avait fait le... C'est René Alliot qui avait fait le premier décor pour l'existence de la vie de Lébo Auguste Gemme, et comment le spectacle est monté, enfin cette pièce est montée à Paris, c'est Hubert Monloup qui va faire le décor. Et Gatti est bon, là, après il a fait tous les décors de Gatti jusqu'en 1968, à la fin 68, jusqu'à l'interdiction de la passion du général Franco. Voilà, donc je pense que c'est un... En plus, il y a des photos, c'est à travers des photos qu'on peut dire ça, parce que moi je n'étais pas sur le film, mais c'est vraiment tout le monde se met à... Enfin, c'est Monloup qui imagine ensemble, et tout le monde, il y a des photos où on voit Gatti en train d'accrocher les étoiles, la script aussi... bon, il n'y a pas de photo de Louise, mais c'est bien possible. Enfin, tout le monde participait à la construction du jeu. Mais enfin, sous la responsabilité de Monloup. Parce qu'il y avait aussi les carnavals, donc ce temps-là que j'ai entendu cette année qu'il y en avait toujours, mais on ne les entend plus du tout. Des carnavals, si, on a. À Cuba, oui, il y a des carnavals aussi. Hein. Oui, non, mais en France, je veux dire. Ah, en France, ah oui, c'est sûr qu'il y a des carnavals en France, oui. Beaucoup, ça c'est vrai. Tous les samedis. Mais tout a été vu. En plus, je pense que Monloup a dû aussi s'inspirer de différents éléments qui, par exemple, quand ils ont été à l'enterrement dans ce village, possible que les grands masques, ce soit des masques qui les rencontrait, qui les trouvait. Enfin bon, il y a toute une inspiration locale réalisée par Hubert Monloup. Mais je pense, justement, ce que disait Stéphane tout à l'heure par rapport au... et c'est d'ailleurs là, il faut remarquer que tout est traduit, sauf les chants de l'enterrement. Les chants de l'enterrement ne sont pas traduits parce que c'est pas de l'espagnol, c'est pas de l'anglais, voilà, je pense que c'est pas du vaudou, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est une langue africaine, tribale, voilà, des chants qu'ils ont demandé, qu'ils ont récupérés, etc., mais qui ne sont pas traduits. D'ailleurs, vous n'avez pas trouvé de traduction pour ça. Mais est-ce qu'à la fin, on n'a pas quand même l'impression qu'il dit quand même quelque chose d'essentiel avec Cristobal? Il lui dit, on n'a rien à foutre au ciel, c'est sur terre que ça se passe. Non, mais ça, il n'a pas envie de rester. Il n'a pas envie de rester au ciel, ça c'est clair. Et demain, ça se joue. Et la dernière image, c'est la terre. D'ailleurs, la dernière image, cette image-là, je pense que c'est pas la première image, mais c'est le premier plan d'un film qui a été fait juste après. Comment il s'appelle, Stéphane, le film qui a été fait après, dans lequel Louise était? C'est le plan avec la Palmeraie.
Le film, c'est Sol Cuba. C'est Sol Cuba. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le soviétique qui va travailler. Gatti est obligé de quasiment à la fin de se dépêcher parce qu'il y avait un soviétique qui avait fait Sol Cuba, dans laquelle Jean Bouise a joué d'ailleurs, et qui arrivait derrière pour alors lui, il est arrivé avec du matos, hein. C'est pas comme Gatti qui est arrivé avec une équipe humaine, mais le matériel était local. Lui, il est arrivé avec un bateau. Ceux qui m'ont raconté l'histoire, qui m'ont raconté, Claude l'avait dit une fois, ils sont arrivés avec un bateau plein de tout le matériel que les soviétiques savaient amener pour réaliser un film. Mais le plan de Sol Cuba, du début, c'est le dernier plan de celui-là. Enfin, la même image. On voit d'autres traces de Cuba dans l'œuvre de Gatti, que ce soit dans le film ou autre part. Il y a un autre, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Le Trois tranchées de chaque jour, qu'il a écrit à peu près à cette période-là. Il y a une autre pièce de théâtre qu'il a écrit beaucoup plus tard, 6-7 ans après, en 68, 69, qui s'appelle La machine excavatrice je ne me rappelle jamais du titre en dehors de La machine excavatrice. Stéphane, tu connais le titre complet de La machine excavatrice? La machine excavatrice. Tu connais le titre complet? Non, t'es comme moi. La machine excavatrice de l'invasion. Oui, Il a écrit d'autres pièces, mais qui n'est pas une pièce directement à Cuba, mais qui est une pièce sur des Cubains qui sont en France, etc. Enfin bon, mais une réflexion sur Cuba. Et une pièce écrite dans la foulée de Cristobal, c'est Notre tranchée de chaque jour. Mais aussi, à Cuba, il va écrire une autre pièce qui a une grande importance, parce qu'elle va être jouée en 1966 en France, au TNP. C'est Chant public devant deux chaises électriques, donc sur l'histoire de Sacco et Vanzetti, était le premier manuscrit de Sacco et Vanzetti, de Chant public devant deux chaises électriques, c'est à Cuba qu'il écrit. On a essayé de le récupérer, mais la dame qui l'a, elle a perdu la tête. Alors, elle vit toujours, non, elle vit toujours. Mais elle a perdu le lycée aussi. Et voilà, elle ne sait pas qu'elle l'a. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à vous. N'hésitez pas à parler de film autour de vous parce que c'est pas évident et voilà, il faudra que le chemin du public quand il sortira. Merci beaucoup.